Comme chaque troisième vendredi du mois, jour d'échéance sur les marchés, les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués et réunis dans ce studio. Philippe Béchade nous rejoindra dans un instant, mais nous accueillons d'ores et déjà Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Et Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options. Romain, bilan de cette échéance, alors qui se termine en plus avec une petite accélération là, des indices européens en cette fin de journée à la suite de la décision de la Cour suprême américaine, mais le bilan était néanmoins déjà positif avant même la décision de la Cour suprême. Oui, effectivement, mais une échéance au plus haut, sur un plus haut historique, 8478 points, tout rond pour la compensation des contrats d'options sur le mois de février, donc important comme mouvement et comme progression. Je suis allé voir un peu les intérêts sur le mois de mars déjà, puisque ça va être une échéance quand même plus importante que celle de février en termes de taille, et puis plus de contrats, notamment l'Eurostoxx. Et on a des éléments intéressants. On n'envisageait pas, en termes d'intérêt, le débordement de 8450 points sur le mois de mars, donc c'est fait. Ça justifie aussi, on le sait, on en avait déjà eu des exemples parfois, l'accélération haussière. C'est-à-dire qu'au-delà de ce niveau-là, on a des mouvements techniques qui entraînent des accélérations. Il y a les news flow du jour aussi qui font payer le marché. On entame le mois sur l'indice CAC 40 du mois de mars avec un ratio put-call à 0,78. On est quand même relativement optimiste. C'est pas la complaisance absolue, mais c'est relativement optimiste. Sur l'Eurostoxx, on n'envisage pas le débordement de 6125 points. On y est encore, on flirte avec le niveau, mais on n'y est pas encore tout à fait. Ratio put-call 0,50. Donc là, on est carrément optimiste. Ouais. Et sur le S&P, c'est beaucoup plus équilibré. 0,99 le ratio put-call sur le mois de mars, avec un plafond de verre à 7000 qu'on avait évoqué déjà, je crois, l'échéance précédente, qui a servi de niveau de rejet systématique. Depuis, on a peu d'intérêt sur les futurs. On reste toujours dans des zones moyennes mais inférieures de l'ordre de 10-15% sur le S&P. On est toujours à moins de millions de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx, aux alentours d'1 900 000, contre une moyenne historique à 2 800 000 contrats. Donc on est très en dessous des niveaux d'intérêt. Je rappelle, je le rappelle souvent, mais en 2022, on avait 4 millions et demi de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx au plus bas, qu'on a pris 50%, et qu'au plus haut, on n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça explique en partie des mouvements assez brutaux sur les indices, même si ça a l'air relativement canalisé globalement, et même si on forme des records à Paris, on est complètement à l'arrêt depuis le mois de novembre sur les indices américains. Pas le Dow qui continue à former des plus hauts, qui a passé des résistances. Donc un marché assez creux, à mon sens, toujours. Des éléments intéressants en termes de comportement aussi. On évoquait depuis le mois de novembre la possibilité d'une phase de distribution sur la tech américaine. Elle se confirme manifestement. Maintenant, il y a cette fameuse rotation sectorielle qui permet aux indices de se maintenir. Mais les rebonds auxquels on avait assisté se sont formés sur l'indice Nasdaq avec peu de volume. Et depuis 3 semaines, au cours de la dernière séquence baissière, le mouvement s'est formé avec des volumes en nette hausse. Donc on a cette idée de distribution sur cette grosse tech américaine. Ça laisse un peu dubitatif quant à la suite de l'évolution des indices. Voilà, parce que sur le CAC 40 on monte, mais avec pas beaucoup d'intérêt. Sur l'Eurostoxx, c'est la même chose. Et sur les indices américains et sur le nerf de la guerre aujourd'hui, la tech américaine, eh bien, on a ce comportement qui nous indique que de gros acteurs sont sortis des grosses tech américaines. C'est ce qu'on pressentait. Pour l'instant, sans dommages forts sur les indices, mais avec des sanctions importantes. On a des Microsoft qui ont perdu jusqu'à 30% ou environ. Donc, on a quand même bien là le comportement d'acteurs qui sont sortis et qui sont probablement pas sortis pour revenir 30% plus bas. Maintenant, on est vraiment dans une séquence, à mon sens. Donc pour vous, il y a quand même un risque, effectivement, cette distribution de la tech américaine. On parle notamment de la big tech, des grandes valeurs technologiques, Mag 7 ou autres. Il y a quand même une probabilité importante que ce phénomène-là, que le marché soit rattrapé dans son ensemble par ce phénomène de baisse de la tech américaine. Oui, si on regarde un peu du côté sectoriel, si j'ai divisé les secteurs aux États-Unis en 11 secteurs, c'est ce qu'on fait généralement. Il y en a quand même 7 qui surperforment aujourd'hui. Donc c'est important. Il y en a 4 qui sous-performent, dont la tech pour l'instant, mais qui n'a pas encore déclenché de figure de retournement. En revanche, on peut se demander effectivement, parmi les 7 secteurs qui surperforment, à l'intérieur même de ces 7 secteurs, il y en a 4
4 qui arrivent contre des niveaux de résistance ou autour de résistance. D'accord. On a par exemple les staples, donc tout ce qui est Walmart, Procter & Gamble, etc., qui donnent des petits signes à court terme pour Walmart de pause au moins contre des niveaux de résistance importants. Donc on peut se demander si tout ça est de nature à se poursuivre. Pour l'instant, donc la rotation, elle est challengée déjà d'une certaine manière. Elle a quand même bien marché depuis le mois de décembre, janvier. On atteint des cibles et donc voilà. Et puis on a ce dilemme aussi sur les valeurs. Microsoft, qu'on pourra voir éventuellement graphiquement, arrive sur la borne basse du canal haussier qui fonctionne extrêmement bien depuis 2022, fin 2022. Donc on a des points d'entrée et on peut envisager dans cette séquence des rebonds. Et c'est tout le piège de ces mouvements de marché, c'est qu'on peut trouver des points d'intérêt pour rentrer à nouveau, assister à des rebonds qui probablement ne seront pas très étayés, comme la séquence de distribution le laisse à penser, mais qui peuvent être importants, et on l'a connu dans les séquences par le passé de grande distribution, qui sont des mouvements de rebond qui peuvent être assez puissants quand même. Donc on est vraiment dans une configuration un peu particulière, avec des secteurs qui ont pris le relais, qui justifient cette stabilité, et des histoires qui se mettent en place, et puis en contrepartie, des dossiers qui n'ont pas fini de baisser, peut-être comme Palantir, qui sont encore dans des séquences baissières, et des signaux de faiblesse qui sont assez marqués sur certains titres encore. Donc il y a un moment très tactique quand même, là, vous dites, à traverser. Ouais, avec lequel, à mon sens, et on pourra le voir aussi graphiquement sur le S&P, cette séquence de désorientation, où on forme des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas. C'est toujours un signal qui est à prendre au sérieux dans des séquences de marché en haut de marché, ou dans lesquels il peut y avoir des mouvements un peu brutaux par la suite. Et donc, on l'avait vu sur le Bitcoin au mois de novembre dernier, ça s'était pas bien terminé. Donc voilà, on a cette séquence vraiment tactique. C'est plus, à mon sens, une question de quand que de si. Il y a, à mon avis, si on veut donner une probabilité, plutôt 2 chances sur 3 qu'on assiste à un mouvement de baisse plus marqué. Mais est-ce que c'est pour maintenant, ou est-ce que ce sera d'ici le mois de juin? Ça va être plus compliqué. Les niveaux, et en tout cas il y a un point de repère qu'on peut prendre sur l'indice S&P à mon sens, c'est 6916 points, niveau autour duquel on flirte dans le rebond actuel. Si on arrive à se réinstaller au-dessus en clôture hebdomadaire, on a des chances de poursuivre un peu à la hausse pendant quelques semaines, pourquoi pas. Jean-Louis, ce qui est fascinant, c'est qu'on a des indices qui marquent des records encore aujourd'hui, alors que là, tout à travers la saison de publication de résultats, alors évidemment, il y a des boîtes qui s'en sortent bien, il y a des réactions de marché positives, mais il y a des réactions de marché aussi très très violentes sur certaines valeurs, et des valeurs, comment vous les appelez, de rang 1, c'est ça Oui, premier groupe, quoi. Oui, le groupe A. C'est ça, groupe A, pardon, voilà, c'est ça, j'avais plus votre terminologie. Déjà, par rapport à ce que vient de dire Romain, on a tous, je pense, un discours de méfiance. Voilà. Prudence, on est toujours prudent, mais de méfiance. Mais justement, quand on est méfiant, les marchés sont pas complaisants, donc du coup, et ils sont moins vulnérables. Bon, premier point. Deuxième point d'observation, c'est que les indices au plus haut ne racontent pas la même histoire que les actions, qui, pour certaines, se trouvent au plus haut et d'autres au plus bas. Alors, on peut aussi se poser la question, même si je connais un peu la réponse en partie, mais c'est comment peut-on être à 8400 ou 8500 avec des valeurs qui sont au tapis? Déjà, sur les calculs des indices, plus une action monte, plus sa pondération augmente. Donc, plus, évidemment, elle va peser dans la hausse, et celle qui est en train de baisser... Et une prime au gagnant, quoi. Oui, va peser de moins en moins lourd. Donc, c'est sûr que les indices sont construits de manière à progresser. Bon, voilà, déjà, tout ça fait qu'on est à 8005 et qu'on se dit, waouh, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on a vu tout à l'heure avec... moi, je croyais au début que c'était le Michigan, et puis en même temps, il y a eu l'histoire des droits de douane, mais les marchés, ils ont décollé... le CAC a pris à ce moment-là, je sais pas, 70 points, un truc comme ça, 60 points, sans rencontrer la moindre résistance. Vraiment, c'est porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun trader acheteur qui perd l'argent. Voilà. Et donc, au pire, il va peut-être alléger un peu, mais bon, il ne va rien faire de spécial. Et puis, certains vendeurs à découvert vont courir après. Donc, on est dans une situation de sensibilité avec, du côté des vendeurs à découvert qui sont sous contrainte, à un moment donné, de couper leurs positions et
Romain connaît ça bien, puisqu'il était de ce côté-là à une époque. Et ben, quand il y avait des clients qui étaient plus couverts, ben, il était obligé d'intervenir. Oui, bien sûr. Et on ne leur demande pas forcément leur avis. C'est triste, mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de vendeurs à découvert dans ce marché-là? Non, je pense pas. J'ai pas cette impression. Parce que globalement, les acteurs de la gestion, même les spéculateurs, sont plutôt optimistes. Hein. Vous voyez bien qu'à chaque fois, quand il y a des moments de stress, et pourtant, ce mois qui vient de se passer là, c'est vraiment le stress autour de l'IA, le doute autour de l'IA. Ouais. Est-ce qu'on va réussir? Mais ça, la question que je posais. Pas encore eu un buy the deep ferme, définitif, sur toutes les valeurs qui se sont crachées dans le logiciel, etc. On va pas les acheteurs se précipiter pour l'instant. Le même comportement qu'on avait il y a quelques mois. Voilà, on a moins de relais moins en fin de séance. On a beaucoup plus. On voit bien des valeurs comme Alphabet sont revenues sur des niveaux d'achat intéressants, par priori, sur le plan technique en tout cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que on n'avait pas de pression du tout à la vente quand il y avait vraiment du stress. Et très vite, à chaque fois, on a eu des rebonds. Parfois, même assez étonnants, très vite, très rapides, très violents. Bon, surtout pour des indices. Dès que on va dire le consommateur, je ne sais même plus comment on doit l'appeler, le spéculateur, parfois... l'intervenant de marché. Ouais, c'est parce que les gérants ne vont pas à cette vitesse-là. Vous voyez, ils ont des stratégies plus longues, mais donc dès qu'ils voient un peu de lumière, il y va et c'est assez violent. Donc le moral reste plutôt positif et de toute façon sur le plan technique, les tendances restent haussières sur les indices actions. Donc l'idée, c'est toujours de chercher des opportunités à l'achat. On essaye d'entrer en position à l'achat dans des bonnes configurations de marché. Le problème, c'est qu'il faut prévoir à l'avance parce que c'est tellement violent, parfois tellement rapide. On a des trous d'air qui durent quelques minutes, quelques heures, en tout cas pas quelques jours. Donc, si on n'est pas prêt, on fait rien. Et il faut passer des ordres, surtout aussi, parce que si on passe pas des ordres, parfois on y va et puis on est reparti, on n'a pas acheté. Donc voilà, tout ça c'est particulier, oui, très particulier. Et cette divergence de performance entre les cours des sociétés, ça aussi, c'est très particulier. On n'avait jamais connu à ce point-là dans le passé. Ce qui est perturbant pour les traders aussi, c'est... regardez quand même, Fusion... mercredi matin, les moins 15, moins 20, moins 30 en séance, c'est vrai que oui, ça s'accumule, quoi. Non, mais vous vous rendez compte, on ouvre à plus 20, alors que le contrat avec Carrefour n'était pas si extraordinaire que ça. Il a suffi que M. Bompard explique que c'était un contrat, je crois, de 150 millions. Ça ne remplace pas le contrat avec Walmart, elle est repassée négative de moins 15. Et aller chercher la cible graphique à 111,40 qui était indiquée au moment de la rupture de 195 quelques semaines avant. Non, mais en 5 minutes. Ça reste quand même hyper technique aussi, c'est ça qui est étonnant. Ouais, mais enfin, voilà, tu vas tout défoncer. De toute façon, là... Elle a repris 10 euros depuis. Je crois que celui qui est en position à ce moment-là, il réfléchit même plus à savoir s'il y a un support ou pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut être réaliste. Là. Bien sûr qu'il faut garder son sang-froid, regarder les trucs, mais ça va tellement vite. On ouvre à plus 20, quelque chose comme ça, et on est à moins 15, 5 minutes plus tard. Bon, ce matin, du truc tout simple, GTT, c'est une belle valeur. Moi, j'en ai en portefeuille depuis qu'elle vaut 80, et je les garde et je les garderai. Ce matin, elle ouvre à moins 2, je me dis, tiens, pourtant c'était pas mal. Je tourne la tête, je fais autre chose, quelques minutes plus tard, elle est à plus 2, vous voyez. Je me suis dit, oui, bon, ok, je comprends. Ça me paraît plus... ça, c'est les marchés en 2026, Jean-Louis. Oui. Alors, plus 2, moins 2, plus 2, c'est pas méchant. Oui. Mais quand c'est moins 10, plus 10, et on a vu, les publicistes, enfin bon, il y a eu des écarts de fous, c'est très perturbant quand même. Faut dire aux gens, voilà, si vous êtes perturbés, nous aussi. Non, mais c'est bien, tout le monde est dans le même bateau, visiblement. Philippe Béchade, merci d'être avec nous, président des Éconoclasses, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Votre bilan de cette échéance, et comment vous regardez cette séquence, dispersion, rotation? Est-ce que le marché est en transition? Vers quoi? On a beaucoup insisté aussi depuis un mois sur ce phénomène de SaaSpocalypse. Alors, c'est le mistigris qui tourne, chaque jour, un modèle sort, une nouvelle fonctionnalité d'IA, et chaque jour, c'est un secteur qui se retrouve sous pression. Parfois, ça dure quelques heures, à peine une séance. Parfois, c'est beaucoup plus profond, comme pour le secteur du logiciel. Et pour autant, les indices restent sur leur sommet ou proches de l'être. En tout cas, ce qu'on voit, ce qui se dessine, c'est une double rotation. D'abord, il y a beaucoup moins de flux de l'épargne planétaire qui se dirige vers Wall Street.
Les acheteurs sont ce qu'on appelle le retail aux États-Unis. Ce sont ceux qui ont le plus ramassé d'actions d'ETF depuis le début du mois de février. Et la semaine dernière, on a battu des records qu'on n'avait pas vus d'ailleurs, même durant la petite période d'euphorie de 2022, avant le début de la guerre russo-ukrainienne. On est sur des montants supérieurs à la bulle des dot-com, c'est-à-dire mars-septembre 2000. Bon, évidemment, les actions sont plus au même prix, mais quand même. Et vous avez en fait des places boursières mondiales qui font pratiquement toutes des plus hauts. Bon, l'exemple le plus emblématique, évidemment, c'est Tokyo, avec ses records post-électoraux qu'on voyait bien se dessiner d'ailleurs. Bon, là maintenant, ça y est, on a franchi les 57, les 58 000, et il semblerait que ça soit to the moon. Mais il y a d'autres places sur lesquelles on est également en train de battre des records. Donc, en fait, le MSCI World progresse essentiellement grâce aux places dites émergentes, aujourd'hui grâce au CAC 40, alors c'est vrai que la remise en cause des droits de douane, ça donne un coup de boost à LVMH, à Hermès, aux valeurs du luxe, en fait, à toutes les entreprises exportatrices. Et on a un Wall Street qui reste effectivement un petit peu en carafe. Et là, j'en viens à ma deuxième rotation, c'est qu'on voit que les derniers records sont battus par le Dow Jones, avec des valeurs mature, industrielle, avec des profits récurrents, et l'argent, effectivement, commence à quitter les Magnificent Seven. L'explication que moi, je pense être la plus pertinente, c'est que les programmes de buybacks des 7 fantastiques sont très en retrait par rapport à ce qu'on a connu en 2024 et 2025. Pourquoi ces programmes sont-ils en train de se contracter ? Parce qu'il y a eu des dépenses de CAPEX gigantesques, 650 milliards investis pour l'IA en prenant les 7 fantastiques, c'est gigantesque. Donc il y a moins de cash pour faire du rachat et soutenir les cours. En revanche, pour d'autres places, il y a eu un effet positif de la décrue du dollar, et puis là, ça risque quand même de coincer un peu, parce que le dollar remonte bien depuis quelques jours, il retrouve un peu son statut de valeur refuge. Oui. Cette double rotation, elle vous paraît légitime, Philippe ? On a tellement concentré de flux sur le dollar, les actifs en dollars, et derrière les actifs en dollars, les Magnificent Seven, de voir qu'il y a à la fois un phénomène de redistribution en dehors du dollar, et que même au sein de la cote dollar, il y a un phénomène de rotation. Est-ce que c'est pas quelque chose de sain ou de légitime, en tout cas ? C'est non seulement légitime, parce qu'à un moment, effectivement, il faut laisser respirer les Palantir, les Broadcom, qui est rentré dans le club des 1000 milliards de capi, avec des multiples qui deviennent stratosphériques. Donc ça, c'est classique. On va d'abord sur la hype, et puis ensuite, on s'en va sur des valeurs avec du récurrent, valeurs plus défensive, et puis on finit vraiment après avec les valeurs qu'on a délaissées, qu'on n'aurait pas très envie de les avoir en portefeuille, mais on se dit, bon, maintenant, quoi acheter, tout est cher. Donc on n'est pas encore à ce stade, à cette étape où on achète un peu les mal aimés parce qu'il faut rajouter quelque chose dans le portefeuille. On n'y est pas. En revanche, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que les particuliers, le retail aux États-Unis, je le répète, se sont rués sur le marché en mode FOMO, et on est sur des niveaux d'exposition sur les actions qu'on n'a jamais connues. Les actions, c'était 40% au cœur de la bulle des dot-com. On est selon les profils, entre 45 et 49%.
Autrement dit, si le marché baisse, bien ces sûr. gens-là, ils ont plus une poche de liquidité pour venir faire une petite moyenne à la baisse, en racheter un petit peu. Donc on est dans une situation technique qui est quand même... Et puis il y a déjà je des la considère- poches je la spéculatives considère de comme marché assez qui inédite. ont baissé, hein, la crypto, les précieux, etc. Beaucoup de particuliers étaient aussi très investis dans ces marchés-là. À propos de crypto, Romain, alors vous venez avec des graphes, évidemment, comme d'habitude. Là, il y a deux graphes que vous voulez commenter en parallèle. C'est celui du Bitcoin et celui du S&P 500. Oui, tout à fait. Alors celui du Bitcoin que je vous propose ici, il date du mois de novembre dernier, au moment où le Bitcoin valait encore un peu plus de 105 000. Ah oui, effectivement, oui, j'avais pas vu les prix. Oui, effectivement. C'était il y a C'est bien de le rappeler c'était qu'effectivement, il y a ce n'est quelques pas le mois. graphe du jour. Oui. C'est pas le graphique du jour, mais vous voyez que le Bitcoin s'inscrivait à ce moment-là, on l'a publié dans une structure qu'on n'aime pas beaucoup en analyse graphique, en haut de marché, qui s'appelle un triangle inversé ou une structure en porte-voix. Des cotations qui forment des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas et qui permettent de former de façon plus ou moins propre ce triangle inversé. Ce triangle inversé, on attribue ça en comportement à de la désorientation. On considère que les grosses mains sortent et qu'ils enlèvent la pression et que le rebond sont formés par des mains plus faibles, plus fragiles et qui sont un peu désorientées, qui permettent pourquoi pas de les former même de nouveau plus haut. Et puis à nouveau, quand on a atteint des points où ça cale un peu, les gros acteurs sortent à nouveau. Quand vous dites que les gros acteurs sortent, on peut imaginer que ce sont des acteurs qui, quand ils prennent une décision, ils s'y tiennent au moins quelque temps. C'est pas. Ce sont des structures des positions de long terme. Ouais, c'est ça. Voilà. On pense à des investisseurs comme C'est Ray Dalio, des Warren décisions Buffett fondamentales qui sont les prises. quelques. On a du mal à estimer le nombre, mais Oui. quelques 30-35 gros fonds qui font 80% du volume et qui ne prennent pas des positions pour quelques semaines ou quelques mois, mais des années. Ouais. C'est ceux qui étaient rentrés dans le marché, on l'a évoqué en 2022 à l'époque, Ouais, au point bas, octobre. au point bas, Ah ouais. et qui avaient fait cette grande période d'accumulation avant de partir. Et donc, on n'aime pas beaucoup cette structure-là, et bien, elle s'est avérée juste une fois encore. On en avait commenté sur le DAX par le passé, et le parallèle que je fais aujourd'hui, c'est celui avec le S&P 500 qui s'inscrit dans une structure qui ressemble à celle-ci, de triangle inversé avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Et encore une fois, on n'aime pas ce manque d'harmonie en analyse graphique. Tant que les choses sont propres, on évolue au sein d'un canal aussi, on évolue dans un range qui est assez propre, mais cette désorientation, elle est un peu dangereuse. On avait perdu combien de pourcents sur le Bitcoin là par rapport à ce graphique de Et on est allé chercher novembre la zone cible des supports. Alors dans ces cas-là, ce qui est compliqué avec cette Donc sous les structure, 70 000, hein, c'est ça. ouais, c'est entre 58 800 D'accord. et 61 700. D'accord. C'est la zone cible idéale. On a Ouais. rebondi dessus pour l'instant. D'accord. C'est un peu mieux. On a repris quelques points. On est toujours aux alentours des 70 000, un peu en dessous. Mais voilà. Alors, le problème avec cette structure, c'est que quand on a une structure classique bien dessinée, elle permet de donner des objectifs précis. Sur celle-ci, on va plutôt regarder des supports et des résistances et donc voir comment se comportent les opérateurs. Le premier niveau important, c'était 82 000, mais on savait que compte tenu de la puissance du mouvement, il y avait des chances que le niveau de 82 000 ne tienne pas et que le très gros support de long terme, c'était 58 800. Est-ce que ça suffira à créer une base? On verra par la suite. Pour l'instant, ça a permis de faire une réaction technique. On n'a pas de structure de retournement sur le Bitcoin à ce stade. Sur l'indice S&P, bien, ça peut déclencher des mouvements qui sont qu'on peut envisager pour aller chercher des cibles qui permettent d'envisager des mouvements de 10-12% au moins. Ça va être la nature de ce mouvement de correction. Maintenant, vous voyez ce triangle inversé, il peut muter dans une autre figure qui n'est pas beaucoup plus engageante, mais qui peut repousser le problème. C'est que ce triangle se duplique dans le sens inverse et forme ce qu'on appelle une figure rare qui s'appelle un diamant. Un diamant, c'est la même chose. Le porte-voix se forme de l'autre côté. Et donc, on peut repousser. J'ai fait des projections jusqu'au mois de juin, pourquoi pas. Ah ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aller latéraliser. Alors, comment on travaille là-dedans, c'est difficile. C'est pas si, c'est quand. Moi, je pense que c'est quand. Maintenant, il y a toujours, je le disais, 2 chances sur 3. Il faut jamais il faut jamais avoir de scénario complètement arrêté. Ça pourrait pousser jusqu'au mois de juin. Le niveau clé, c'est 6916. Si on arrive à se réinstaller au-dessus sur plusieurs clôtures, on peut aller chercher des extensions en direction de 7000, pourquoi pas. Et il y a un début de semblant d'intérêt qu'on ne trouvait pas auparavant et qu'on trouve sur les marchés dérivés du mois de mars qui peuvent mener jusqu'à 7100. Donc pourquoi pas envisager, s'il y a un contre-pied, s'il y a un peu de mieux, si Nvidia surprend agréablement la semaine prochaine et que bien on trouve des points d'intérêt sur la tech, d'aller prolonger un petit peu le supplice. Ouais, le supplice ou oui, le suspense. On va le dire comme ça. Si en revanche on se réinstalle durablement au-delà de 7000, bien on peut poursuivre à la hausse, mais il faudra créer quelque chose de nouveau en termes de structure. Jean-Louis, sur ces phénomènes de rotation, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça permet au marché de poursuivre sa marche en avant? Est-ce que les valeurs ou les secteurs qui tiennent les marchés aujourd'hui, je sais pas, des valeurs comme Orange, les utilities, des valeurs plutôt défensives, on verra ce que donne le luxe également. Est-ce que ça
peut être des valeurs qui regagnent un statut de leader dans le marché, là. De leader peut-être pas, mais le fait qu'il y ait des valeurs comme ça qui prennent des relais, oui, Ouais, c'est plutôt positif. d'accord. Mais Orange n'a jamais déçu ces derniers temps. Elle a tout le temps progressé, elle est Oui. au plus haut. Bon, mais d'avoir vu par exemple le Russell monter comme ça aussi à des plus hauts, c'était positif. Le voir même le Dow Jones remonter comme ça, c'est plutôt pas mal. Tout ça, c'est plutôt bien. Donc c'est pour ça que pour l'instant encore, je vous dis, il n'y a pas de complaisance. C'est bien construit. C'est pour ça qu'il y a parfois dans des démarrages de baisse, il n'y a pas d'effet domino. Ouais. Vous voyez, ça fait longtemps que je répète ça. Vous savez, à une époque, j'ai répété souvent, attention, l'effet La domino. construction du marché est, Voilà, bien sûr, et est fragile. Là, c'est pas le ça cas. peut être fragile, etc. Mais il y a très longtemps maintenant que c'est pas le cas, et pratiquement depuis la sortie de la Covid, quoi. Enfin, c'est une sorte de fou, mais c'est comme ça. Et donc il y a cette méfiance qui fait que voilà, c'est bien construit. Les marchés peuvent poursuivre. Moi, sur le plan technique, par exemple, on pourrait avoir une première alerte sous les 6700, par exemple, sur le SP500. Ouais. Alors, Philippe, tout à l'heure, disait le SP500, il marque le coup, mais il reste quand même à quoi ? 1,5% du plus haut. Donc, il n'est pas loin. Il peut refaire un plus haut en quelques secondes. On voit bien les mouvements quand ça démarre. C'est extrêmement violent. C'est vrai que si Nvidia annonce... Bon, maintenant... Vu tous les plans de CAPEX qui ont été annoncés, enfin, sur ce trimestre-là, j'ai du mal à imaginer que le carnet de commandes de Nvidia se soit vidé, quoi. Non, bien sûr. Après, la question de la confiance, d'ailleurs, qui s'est posée ces derniers temps, c'est est-ce qu'on arrivera à rentabiliser tous ces investissements ? Bien sûr, ouais. Et c'est vrai, quand on se dit qu'en plus, le matériel va être changé tous les je ne sais combien, qu'on peut sortir des innovations tous les 15 jours, en tout cas, la Chine, c'est explosif. Enfin, moi, j'essaie de suivre un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est waouh, quoi. Il y a une incroyable. vitesse, effectivement, d'innovation. Ouais, et ils ont rattrapé, enfin, pas sur tous les plans les États-Unis, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc, la situation elle est difficile à appréhender, elle est difficile. Prendre des décisions aujourd'hui, c'est pas simple. Alors, on a une visibilité sur tout ce qui est possible. Et donc, on se dit, mais il y a tellement de possibilités, justement. Tout est possible. Que tout est possible. Ouais. Et donc, voilà, c'est... Moi, Les small, je voyais quand même, ça marque un peu le pas. Enfin, en tout cas, les large cap tiennent leur rang plutôt là, sur ce début d'année, là. Moi, si vous voulez, ça faisait des mois, même 3 ans, 2-3 ans, que je disais, moi, j'achète que des valeurs de rendement solides, des rubis, des GTT, des Bouygues, enfin, j'en oublie plein, mais j'ai même acheté les compagnies des Alpes, j'ai acheté des... Bon, je me suis un peu diversifié, et toutes ces valeurs, elles ont doublé, enfin, sauf Bouygues, mais elles ont vraiment beaucoup, beaucoup progressé. Et Bouygues, de toute façon, c'est solide, on peut avoir confiance, c'est une valeur, voilà, qui est bien tenue. Donc, après, les petites valeurs, on voit que tout le secteur de la défense, tout ça marche très bien. Excel a vraiment explosé. Nous, à 16 euros, on ne comprenait pas qu'elle soit là. Et puis un jour, elle a démarré, on l'a pu arrêter. Mais le problème, c'est qu'évidemment, quand elle a démarré, c'est toujours pareil. On se dit, j'ai payé 16, à 30, c'est bien déjà. Ouais, on est monté à 100 et quelques. Donc, on coupe toujours ses gains trop tôt. On laisse porter quelque chose, on essaye, mais après, ça devient pas insignifiant, mais ça presque. Tout dépend, évidemment. Le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi je me souviens de Viridien, ça valait 30, je sais plus qui c'était, JP Morgan, qui sort une note, enfin ça valait rien, et puis c'est là que ça décolle, et puis ça monte à plus de 100 aussi. Donc oui, les interprétations qui sont faites sur le plan fondamental sont compliquées également. À tous les niveaux, c'est compliqué. Plan technique parfois, mais au moins le plan technique, on fait abstraction de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le reste prix... des repères, quoi. Le prix reste le prix, et la légitimité du prix n'est pas à remettre en cause. Et une structure de prix, elle envoie un message qu'il faut savoir décrypter. Et donc, il faut agir, je pense, avec ça. Les volatilités implicites sur les marchés restent constamment autour de 14, 15, 16. Ça aussi, c'est un signal de méfiance, donc de non-complaisance, et encore une fois, de solidité, on va dire. Ça reste vraiment plutôt élevé par rapport au fait que le marché est sur un plus haut. Si on prend le CAC, mais si on prend l'Eurostock, c'est la même chose. Après, l'Eurostock, il est dopé. Alors, soit un jour, il est dopé par SML, le lendemain, par Schneider, ou par LVMH, ou par Siemens. Enfin bon,
Et il a quand même bien boosté. Tout à l'heure, d'ailleurs, tu disais que l'Eurostock avait moins de volume, moins de lot. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que voilà, il valait 2 fois moins cher il y a quelques années. Alors c'est vrai que en termes d'argent, en termes de volume de capitaux, ça reste à peu près pareil. Mais de toute façon, on est bien d'accord. Hein. Vraiment, les spéculateurs, intérêts, les gros faiseurs vont travailler le marché américain en premier lieu, c'est évident. Ouais. Bon, Philippe, un mot peut-être. Alors, dans l'univers des matières premières, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Peut-être qu'on peut dire un mot du pétrole, parce que c'est vrai que le pétrole, finalement, prend bon an, mal an, 10-15% là depuis le début de l'année. Hein. Ouais, enfin, il prend surtout 10-15% depuis 15 jours. Il prend de la hauteur depuis que on voit les porte-avions américains converger vers le détroit d'Ormuz, une armada s'installer en Méditerranée. Je parle de l'armada américaine. Et puis voilà que il y a des manœuvres conjointes entre la marine iranienne et russe. Les Chinois envoient des destroyers, puis des navires d'observation, bref, des navires espions. Clairement, on sent que la situation pourrait facilement dégénérer. Bon, on voit que durant la guerre des 12 jours, il y a 1 an, tout était finalement resté non seulement sous contrôle, on a presque l'impression que c'était scénarisé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va vers un nouveau scénario un peu cousu de fil blanc où on fait péter des trucs le week-end et puis le lundi on annonce au marché, rassurez-vous, ça y est, on a réglé le problème. J'en suis pas sûr. Et j'en reviens au retail aux États-Unis, c'est-à-dire aux particuliers qui ont la foi du charbonnier, qui ne lisent peut-être pas beaucoup la presse, qui sont peut-être pas énormément curieux sur les réseaux, et puis pour lequel le buy the dip, ça marche toujours. Et cette semaine, ça marche effectivement en plus pour le pétrole. Ça a marché pour l'argent à $72, ça a marché pour l'or à 4850. Aujourd'hui, la stratégie qui consiste à voir toujours les choses du bon côté, dès qu'il y a un creux, c'est une occasion d'achat sur tous les actifs. Et je dis que là, il y a quand même un problème quand même. On ne peut pas acheter le pétrole en se disant « chouette, ça monte » sans se demander pourquoi ça monte. Il est évident que ce n'est pas l'accroissement de la demande, et encore moins avec une croissance américaine revue de 4,4 à 1,4. Ce n'est pas avec une Chine qui est en Golden Week et qui ne commande pas un baril cette semaine. Ce n'est pas ça qui fait booster d'un seul coup le prix du WTI à New York. Donc, je ne sais pas, il y a une espèce de façon béate de voir les choses. J'ai tendance, moi, à être un petit peu plus prudent. Oui, mais bon, c'est une nouvelle vague d'investisseurs, effectivement, qui est peut-être moins sensible aux fondamentaux et moins sensible au prix également, des achats mécaniques qui font qu'on ne regarde pas forcément les déterminants et les drivers derrière les mouvements de marché. Qu'est-ce qu'on peut dire, Romain, sur le plan graphique? Alors, vous êtes venu avec le graphique du Brent, effectivement, et puis je voulais bien qu'on fasse un point sur les précieux à travers l'once d'argent. Ça a été le grand crash quand même de la toute fin janvier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Sur le pétrole, sur le Brent, il y a deux volets. Il y a l'aspect à court terme pour l'instant avec les tensions autour de l'Iran, du détroit d'Ormuz et une réaction. Ceci dit, on voit que le pétrole a arrêté de baisser, enfin le Brent, au-delà d'un support à 60,90 depuis le mois de mars dernier, donc c'était avant ce narratif. Et on a vu les précieux payer beaucoup. Or, on sait en termes de cycle que quand les métaux précieux payent dans des proportions pareilles, souvent, ce sont les matières énergétiques qui suivent. Donc il y a un aspect cyclique qui peut se mettre en place aussi de ce côté-là. Donc, il y a un regroupement quand même. Enfin, je veux dire, derrière, le pétrole laissé un peu sur le côté rejoint quand même le mouvement initié par les précieux. Effectivement, on l'a vu sur le gaz de façon extrêmement violente déjà. Et pour le pétrole, donc il y a cette histoire un peu plus large peut-être qui se met en place en termes de cycle et donc peut-être en termes de risque d'inflation aussi. Oui. Pourquoi pas. Donc c'est un peu mon scénario, c'est que on l'évoque depuis longtemps. On regarde, je voulais pas ramener cette fois-ci, mais le TF
Como, Ouais. le TF ex Thomson Reuters CRB, qui est un panier et qui reste toujours assez haut. Et puis on voit des places comme le Brésil qui se porte très bien, qui est très exposé aux matières premières. On avait parlé de Petrobras qui a pris 25% depuis qu'on s'est parlé le mois dernier. À Londres, les minières, ça Les marche bien minières, aussi, etc. hein. Donc il y a un aspect en dehors de la news court-termiste, même s'il y a évidemment des éléments importants, et le fait que bien on se prépare et qui est peut-être un peu convenu, je suis d'accord, voilà, mais des niveaux d'intérêt, de prix qui sont en train d'être testés. 71, 70, 74, 80, c'est une grosse zone de résistance, on est pile en dessous. Et si on déborde ce niveau-là, on réactive une tendance baissière qui est active depuis 2022, avec en mire, pourquoi pas, une première cible à 87. On peut imaginer des débordements un peu plus violents. Donc pourquoi pas, mais ça semble effectivement un peu cousu de fil blanc pour ce qui est du court terme. En revanche, pour ce qui est du cycle, eh bien, il y a peut-être des éléments à regarder de ce côté-là, et donc un risque haussier sur le pétrole, aussi avec des aspects qui sont peut-être autres que ceux qu'on a sous les yeux pour l'instant. Bon, et sur l'argent, on en est où là, Romain? Sur l'argent, on stabilise. Après, c'est souvent un peu les mêmes choses, hein, excès haussier, en général drame baissier, quand même 60% de volatilité au cours de la semaine. Dernière semaine de janvier. Dernière semaine de janvier, voilà. Depuis, on est, à mon sens, dans un range qui est situé entre 71, 70 et 104, 40. C'est plutôt haussier à long terme. Maintenant, on va peut-être se stabiliser dans cette zone de prix. Et évidemment, dès qu'on revient sur ce niveau de support, tant qu'on le préserve en clôture hebdomadaire, c'est probablement un point d'entrée avec une grosse zone médiane 90-10, 95-50 qui semble être un point d'équilibre dans cette zone de prix. Donc pour l'instant, c'est plutôt en termes un peu une stabilisation, mais stabilisation en partie haute, hein. On revient de 7 sur l'once d'argent en 2020. Hein. Ouais, donc vrai. ça vaut 80 aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Justement, si on regarde un peu les autres marchés, il y a les matières premières, il y a les cryptos, il y a... Je voulais rajouter un truc sur Ouais. En fait, sur les métaux au sens large, Ouais. précieux, etc. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le crash dont vous parliez tout à l'heure, il a lieu encore une fois c'est le jour FDM, c'est-à-dire fin de mois. Mmh. Et il y a beaucoup d'options, beaucoup d'échéances, comme par hasard. Voilà. C'est important parce que, encore une fois, connaître les règles du jeu, hein, quelque part, et savoir que ce jour-là, c'est une journée potentiellement sensible, sur pareil. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Mais s'il se passe un petit quelque chose... Ça prend de l'ampleur tout de suite. Voilà. Avec les couvertures, les phénomènes de couverture, les phénomènes de ceci, de cela. C'est Les fins très de mois, important. les fins de trimestre, etc. Pendant qu'il me reste 30 secondes, je voudrais comment envisager ces investissements pour la suite. Moi, j'ai envie de donner une image. Je pense qu'il faut faire des stratégies d'arbitrage. Par exemple, j'achète de l'Alphabet, je vends du SP500. J'achète, par exemple, l'Europe, je vends les États-Unis. Ou bien, là, j'ai moins de conviction, mais par exemple, j'achète Renault, je vends Peugeot, par exemple, enfin Stellantis. Voilà. Et je pense que là, il faut se positionner avec toute cette méfiance dont Romain a parlé, dont moi j'ai parlé. Intéressant, vous considérez que l'Europe a matière à surperformer encore les États-Unis? Je pense qu'il y a un bon long short à travailler. J'ai plutôt eu raison ces derniers temps, Ça marche après depuis quelques mois, oui. avoir eu peut-être au départ un peu tort, parce que toujours pareil, il y a favorisé le marché américain, et puis maintenant, ça a été l'inverse. Mais pendant ce temps-là également, nous avons eu une revalorisation de l'euro-dollar. Ouais. Qui a fait que, évidemment, le spread était plutôt favorable à celui qui avait acheté de l'euro et des valeurs euros. Voilà, donc ce que je voudrais vraiment envoyer comme signal, c'est ça, c'est-à-dire envisager de faire des stratégies d'arbitrage. Et je pense que dans un contexte aussi instable, en tout cas, on sait que la parole de Trump est très volatile. La volatilité implicite, elle se paye cher à ce niveau-là. Ces décisions aussi, visiblement. Donc, oui, la Cour suprême les invalide. Donc voilà, je pense que c'est quand même une solution vraiment, en tout cas, elle sera peut-être passagère, hein, on ne sait pas. Mais là, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Je suis d'accord avec ça. Complètement d'accord avec ça. Et on peut toujours considérer effectivement, alors short tech, on le dit, c'est peut-être plus le moment d'être short tech tout de suite, mais il y a encore de la place à la baisse. Mais pourquoi pas long tech chinoise, il y a encore de la place, même si les indices sont sur des niveaux pivots, ils bougent pas beaucoup pour l'instant, mais ils préservent des supports. Donc il y a des possibilités de réactivation aussi. Puis il y a des histoires intéressantes. Il y a des boîtes comme AB InBev qui ne faisaient plus rien depuis 2020, qui ont réactivé des dynamiques haussières de long terme. Food and beverage. Voilà, food and beverage. Donc il ne faut pas ne rien faire probablement dans ce marché-là, même si je suis un peu
prudent, c'est le mot qui ressortira depuis longtemps. Mais il y a NextEra Energy aux États-Unis qui forme des plus hauts. C'est le secteur fort et depuis plusieurs mois. Énergie renouvelable. Énergie renouvelable, reparti. ça continue à être sur des plus hauts. Les énergies renouvelables, c'est quand même, pour un ETF et un panier, c'est 89% de hausse depuis le mois d'avril dernier. Et il n'y a pas de figure de retournement pour l'instant. Donc, effectivement, d'arbitrer comme ça avec des longues shorts, ça me paraît être un bon choix dans ce marché qui est un peu désorienté. Un peu désorienté et donc prudence recommandée. Voilà pour les messages des trois sorciers. Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous. Chaque troisième vendredi du mois, Romain Daubry, l'atelier des options et consultant pour Bourse Direct, Philippe Béchade qui était avec nous à distance, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil.